On va passer à la deuxième session de la matinée. C'est naturellement Jean-Marc Gravellini qui va l'animer. Je voudrais peut-être faire part un peu vu de la salle, quelles sont les réactions que les échanges ont pu susciter. Je pense qu'il y a une série de facteurs qui peuvent être assez incompatibles, en tout cas difficiles à concilier entre eux. Le premier, c'est à la fois la nécessité d'une certaine autosuffisance alimentaire. On sait que l'Afrique est dépendante alimentaire et que ceci va se creuser au fil des années. Il y a des chiffres de la Banque africaine de développement qui donnent des estimations assez précises. Et bien sûr, ça renvoie au modèle d'agriculture, donc avec les 3 modèles qui ont été présentés. Est-ce que le modèle dominant, celui de l'agriculture familiale, permet de répondre à ce besoin d'alimentation d'une population de plus en plus urbaine et dont les modes de consommation, même si c'est consommé local, les modes de consommation font que les produits locaux ne répondent pas toujours à la demande. Deuxième élément, à travers les chiffres qui ont été donnés, c'est l'insuffisance de la productivité. Quand on regarde l'apport de la population active rurale au PIB, on voit que la productivité est 3 fois inférieure à la productivité du reste de l'économie. Et la productivité est également insuffisante par rapport au reste du monde. Quand on regarde les rendements, on voit que le rapport est entre 1/3 et 1/2 selon les produits. Et donc, naturellement, la compétition dans ces conditions est difficile. Troisième point, c'est la révolution verte qui découle un peu des précédents. On a dit que la révolution verte n'avait pas en Afrique répondu aux attentes, mais est-ce qu'il y a eu une révolution verte? Parce que la révolution verte, c'est la maîtrise de l'eau. On sait qu'en Afrique, 95% de l'agriculture est pluviale et que l'irrigation est tout à fait marginale. Bon, il y a l'automatisation, on en a parlé. Les engrais, on l'a évoqué, mais quand on regarde les chiffres, il y a 30 kilos d'engrais par hectare en moyenne en Afrique. Dans le reste du monde, on est à plus de 100 kilos par hectare. Et donc, on voit bien que ce levier des engrais, des intrants, en façon générale, n'a pas été ce que l'on a pu faire en Inde. Et ensuite, s'agissant de la création d'emplois pour les jeunes en nombre et à des conditions de rémunération et de décence suffisants, ça renvoie naturellement à la productivité. Parce que s'il n'y a pas de productivité, comment avoir des emplois rémunérateurs? Et comment avoir de la productivité? Enfin, sur ce point, je pense qu'il faut plutôt raisonner en termes de chaîne de la valeur ou des valeurs pour la production agricole plutôt que simplement l'agriculture elle-même. Et on l'a vu qu'il y a une insuffisante exploitation des éléments de la chaîne de valeur. Et sans vouloir relancer le débat sur la zone franc, on l'a dit ce matin, l'Afrique est à la fois diversifiée, mais il y a un trait commun. Et malheureusement, les problèmes rencontrés par l'agriculture en Afrique, ce n'est pas seulement ceux qui sont
dans une zone monétaire, ça renvoie à des problèmes beaucoup plus généraux et certainement plus profonds de gouvernance. Voilà un peu les réactions. Et donc, Jean-Marc, peut-être que cette deuxième table ronde sur les partenariats permettra de répondre ou en tout cas d'éclairer ces différents points. Merci. Répondre totalement, je ne pense pas, mais enfin en tout cas, effectivement, éclairer et probablement éclairer le chemin. Merci beaucoup Serge d'avoir assuré le lien entre ces deux tables rondes. Finalement, en t'écoutant, je pense que, je ne voudrais pas en rajouter, mais il faudrait presque une révolution triplement verte, finalement. Bon, gagner en productivité, en performance, clairement, créer de la valeur. Bon, bien évidemment, dans le contexte actuel, préserver les ressources naturelles, s'intéresser également aux questions effectivement liées aux conséquences des changements climatiques. Et puis finalement, à travers la discussion de ce matin, le troisième trépied, c'est la dimension où finalement on va avoir encore une agriculture qui va être majoritairement familiale, et donc il y a une dimension aussi sociale, c'est-à-dire qu'il faut être plus compétitif en étant respectueux de l'environnement et en tenant compte effectivement d'une réalité sociale avec un monde paysan qui restera encore pendant quelques décennies très majoritaire. Alors pour esquisser effectivement ces solutions et ces partenariats pour trouver des voies de sortie, pour relever ces défis. Donc, nous aurons successivement donc, Philippe Petit-Huguenin, qui donc, est directeur général adjoint à la recherche et à la stratégie du CIRAD. Et peut-être effectivement pourrez-vous nous répondre à ce dont nous avons parlé ce matin, c'est-à-dire ce référentiel finalement technique, hein, ce paquet technique que la recherche peut apporter. Jérôme Tonat, je pense qu'effectivement, en ce qui concerne la nécessité d'avoir des acteurs plus professionnels, renforcer l'expertise tout au long de chaîne de valeur, c'est un enjeu évidemment majeur. Et puis, si on veut créer de la valeur ajoutée, évidemment, le secteur privé, les entreprises ont un rôle très important. Et M. Mohamed Habib Han, qui est le président du Conseil national du patronat guinéen, pourra effectivement nous donner aussi son point de vue. Oui, j'ajoute que Jérôme Tonat donc, intervient, qui est chargé des dispositifs de partenariat en Afrique auprès de la direction générale de l'Institut Supagro Montpellier. Donc, en premier lieu, Philippe Petit-Huguenin, pouvez-vous donc effectivement apporter l'éclairage de la recherche dans la voie de ces solutions et ces partenariats? Oui, merci. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est faire écho à cette discussion, parce qu'il y a plusieurs mots qui m'ont marqué. Donc, je voudrais choisir un exemple qui sera, me semble-t-il, assez pour bien illustrer quelles sont les contributions de la recherche au développement de cette agriculture dont on parle, une agriculture plus performante et plus durable. Avec ce regard, j'ai à la fois agriculture familiale, durabilité, productivité, la question de l'emploi, mais aussi... je crois que, monsieur le directeur général, vous le disiez en ouverture, la question de l'afro-pessimisme ou de l'afro-réalisme. Et j'ai envie de vous parler, je dirais à nouveau, du cacao, puisqu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Parce que, quelque part, la semaine dernière, on a eu l'occasion, lors des Montpellier Global Days, d'avoir une table sur la question de la cacaoculture durable. Et c'est presque un sujet emblématique de ce qui pourrait être de l'afro-pessimisme. Parce que quand on réfléchit au développement de la cacaoculture, souvent, en tout cas, ce qui vient à l'idée, si on faisait du micro-trottoir ici à Montpellier, on me dirait la cacaoculture, c'est déforestation, les zones de production se déplacent et on détruit la forêt, c'est mauvaise répartition de la valeur entre de la tablette de chocolat jusqu'au producteur de cacao. C'est aussi... parce qu'il y a derrière des problèmes de pauvreté, parfois de l'emploi, mais de l'emploi non décent et des situations abusives de travail. Donc, si on en reste à ce dialogue-là, on va dire, alors, là, je suis vraiment dans l'afro-pessimisme, on ne va pas s'en sortir. Or, la semaine dernière, grâce à ces Montpellier Global Days que l'Université de Montpellier et Muse a organisé, à mon avis, on a mis en exergue les 4 fonctions de contribution de la recherche. Il y en a une dont je ne parlerai pas, c'est celle de la formation, parce que Jérôme en parlera. Mais la première, c'est effectivement
la production de connaissances et d'alternatives qui sont des alternatives techniques, mais qui sont aussi organisationnelles et sociales. On a eu, et pour moi là, je veux parler d'afro-optimisme, on a eu la semaine dernière un panel de 5 jeunes chercheuses africaines du Ghana, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, qui sont venus nous parler de leurs travaux. C'était à la fois sur le changement climatique, sur l'agroforesterie, sur les biopesticides, sur la qualité du cacao. Et là, on a bien vu qu'effectivement, ces jeunes chercheuses, en l'occurrence, qui travaillent, qui collaborent avec des institutions de recherche, notamment à Montpellier, alors le CIRAD, l'IRD, l'Institut Agro, l'Université de Montpellier, mais aussi au-delà, il y avait des gens qui collaborent avec d'autres centres européens comme Wageningen. On a vu la richesse des connaissances qu'ils apportent. Et il y avait, si on avait suffisamment de temps, mais je ne vais pas y rentrer, des exemples précis de comment est-ce que ce dialogue entre ces personnes faisait ressortir tout de suite des propositions opérationnelles qui paraissent tout simples. Il y avait une remarque autour du raffia. Vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est que le raffia, mais voilà, comment réintroduire du raffia dans des systèmes agroforestiers peut apporter des réponses techniquement intéressantes. Mais ce n'est pas que l'aspect technique, c'est aussi l'aspect organisationnel et social. Et il y avait des travaux sur les questions de certification. Et donc moi, je dirais, ça c'est la première contribution de la recherche, c'est apporter de la connaissance, et de la connaissance qui soit utile et qui soit utilisable. Le deuxième contribution de la recherche, c'est que finalement, tous ces travaux-là, ils étaient faits parce qu'il y a des partenariats. C'est le titre de cette table ronde. Il y a des partenariats. Et chez nous, au CIRAD, on a l'habitude de dire que produire du partenariat, c'est aussi un objectif en soi. Et je pense que, peut-être vous en parlerez autour du secteur privé, mais qu'est-ce qui fait qu'on est efficient face à des difficultés? C'est qu'on sait vers qui se tourner. On a créé ces relations. Et donc, créer du partenariat qui doit être dans la durée, donc c'est de l'engagement. Parce que si on veut que la recherche elle ait un impact, elle ne peut pas dire simplement je vis au rythme des projets et puis je fais 3 ans un truc et puis ensuite c'est 3 ans autre chose. Donc il faut un engagement dans la durée. Et il faut un engagement dans la durée aussi avec une diversité d'acteurs. Ce n'est pas que les institutions de recherche. Il faut que les autres acteurs y soient impliqués. Donc ça, c'est, à mon avis, cette contribution de la recherche à nourrir des partenariats diversifiés dans la durée, au-delà du contenu technique, ça me paraît essentiel. Et la troisième contribution de la recherche, qui, à mon avis, a bien été illustrée la semaine dernière, c'est la facilitation du dialogue. Et dans ce qui nous intéresse ici, on a quand même un double dialogue. Il y a le dialogue science-politique et puis le dialogue nord-sud. Et donc, créer ces ponts, créer ces opportunités de dialogue, et la semaine dernière, c'était quand même une superbe occasion pour le faire. Sur notre sujet, donc sur le sujet du cacao, on avait à la fois le directeur général adjoint du CCC, donc du Conseil Café Cacao en Côte d'Ivoire, donc l'instance qui gère la filière, l'Union européenne, un représentant coopérative et des chercheurs qui dialoguaient et qui permettaient de voir qu'elles étaient effectivement dans ce contexte d'afro-pessimisme sur ce cacao destructeur de la forêt et de mauvaises situations d'emploi, comment on avait des voies de sortie. Et moi, donc voilà, je voulais insister sur ces 3 points: produire de la connaissance et du contenu technique, produire du partenariat diversifié dans la durée, c'est ce que dans notre langage CIRAD on appelle les dispositifs en partenariat, des engagements de long terme, et être un acteur de la facilitation du dialogue. Pour moi, ce sont les 3 contributions, et la 4e étant la formation, mais je n'y reviens pas. Merci Philippe. Alors effectivement, le lien est fait tout de suite après ces trois priorités: connaissance, partenariat et dialogue. Le renforcement, en quelque sorte, pour reprendre un terme un peu ancien, des capacités, la professionnalisation, en quelque sorte, des acteurs des filières et des chaînes de valeur. Donc, Jérôme Tonat, chargé des dispositifs de partenariat en Afrique, auprès de la direction générale de l'Institut Supagro de Montpellier. À toi la parole. Merci Jean-Marc. Oui, donc par rapport à cette question de la place de la formation et des partenariats de formation autour de ces grands enjeux et défis globaux qu'on a évoqués depuis ce matin, effectivement, la formation peut apporter une contribution significative, à la fois autour de l'accompagnement des grandes transitions qu'on a évoquées, alimentaires, agroécologiques, etc., puisque ça induit des changements de pratiques chez beaucoup d'acteurs, et donc la nécessité de compétences nouvelles et la formation peut y contribuer.
Et puis on a évoqué aussi ces cohortes de jeunes qui sont de plus en plus importantes et qui se présentent sur le marché du travail. Et le fait que le secteur agricole ou le secteur rural, même plus largement, est potentiellement un pourvoyeur important d'emploi ou d'auto-emploi pour ces jeunes-là, à condition qu'ils aient été préparés à ça et qu'ils soient accompagnés dans cette insertion-là. Donc là aussi, la formation a un rôle important à jouer. Si on regarde en termes les enjeux autour de la formation, peut-être en premier lieu évoquer la nécessité un peu de garder une vision un peu systémique et globale de la formation et des dispositifs de formation. Dans tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, il y a différents types d'acteurs qui ont des changements de pratique à adopter, qui ont une nouvelle façon de travailler, qui ont des connaissances qui viennent de la recherche à intégrer dans leurs réflexions pour piloter leurs activités. Et donc, tous ces acteurs-là, qui soient producteurs, représentants dans les organisations de producteurs, des jeunes qui exercent des métiers ruraux, des gens qui exercent dans leurs compétences dans des entreprises, des formateurs, des techniciens, des conseillers, tous ces acteurs-là, pour accompagner pour que ces transitions puissent être accompagnées, doivent acquérir des compétences, développer des capacités, et donc la formation peut y contribuer, à condition d'avoir cette vision qui soit un petit peu systémique et qu'on garde un peu à l'esprit ce continuum un petit peu des différents dispositifs qui touchent ces différentes catégories d'acteurs, chacun de ces dispositifs devant chercher à construire chez ces acteurs les compétences pour qu'ils soient capables de tenir leur rôle, de développer des capacités d'adaptation, etc. Donc ça, et parmi ces acteurs-là, il y en a un qui est très important que tu soulignais, qui est le producteur agricole, sur lequel on doit effectivement, pour lesquels on doit développer des activités de formation professionnelle pour qu'il ait les compétences, les capacités d'analyse, de pilotage, l'autonomie suffisante pour piloter ces activités. Donc en termes de partenariat, ça se traduit par le fait de chercher à développer des interactions, des synergies entre ces différents dispositifs, que ce soit les dispositifs de conseil agricole, les dispositifs de formation agricole et rurale, les dispositifs d'insertion. Et à l'intérieur de ces dispositifs, qui sont eux-mêmes quelquefois segmentés, si je prends celui de la formation, on a la formation professionnelle agricole, on a la formation technique, on a l'enseignement supérieur. Là aussi, entre ces différents segments, il faut qu'on cherche à développer des interactions, des synergies, de la cohérence. Et ça, c'est quelque chose en termes de partenariat qui est important à garder à l'esprit. Si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur, en faisant un petit focus sur l'enseignement supérieur, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation très importante des flux d'étudiants qui a commencé et qui est annoncée. Il y a des études qui évoquent le fait que d'ici 2030, la population étudiante va faire plus que doubler. On va passer de 9 millions d'étudiants à plus de 20 millions d'étudiants en Afrique. Et donc ça pose une question, qu'est-ce que deviennent ces étudiants-là? Et donc un certain nombre d'États africains développent des politiques, la plupart des États africains développent des politiques pour l'enseignement supérieur, avec la mise en place de nouvelles universités, souvent situées en province, ce qui répond en partie à une des questions qui était posée tout à l'heure sur les jeunes qui partent en ville et qui n'en reviennent pas. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à signaler. Sur la régulation du développement d'universités privées, ces politiques accompagnent le développement de nouveaux cursus. Ces politiques accordent une place très importante à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Et donc, c'est ça qu'il faut voir. Et là-dessus, toutes ces évolutions-là génèrent des attentes différentes de la part des partenaires de la formation en Afrique qu'il faut intégrer. Et donc, ça évolue et ça fait évoluer la façon dont on construit des partenariats. Et je crois qu'il y a trois évolutions importantes ces dernières années autour de la nature de ces partenariats en enseignement supérieur et qui sont importantes à souligner et à intégrer. La première évolution, c'est qu'on est de plus en plus sur des partenariats qui résultent d'un processus de co-construction entre les acteurs. C'est-à-dire que les gens se mettent autour de la table, réfléchissent ensemble. Ça débouche sur des relations qui sont plus équilibrées, plus de pair à pair, et avec un intérêt mutuel et partagé sur les sujets qu'on se propose de traiter ensemble. La deuxième caractéristique qui est importante et évolution, c'est qu'on est de plus en plus dans des partenariats qui s'inscrivent dans la durée, qui se préoccupent de la durabilité, de la soutenabilité. C'est moins du one-shot, un projet, on travaille, et puis après, chacun reprend sa route. Et donc, corollaire de ça, c'est des partenariats qui sont de plus en plus portés institutionnellement ou politiquement par les institutions qui supportent ça. Et la troisième caractéristique qui me paraît importante, c'est qu'on est peut-être moins
dans des partenariats bilatéraux, c'est-à-dire d'établissement à établissement, et de plus en plus dans des partenariats multilatéraux, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Philippe, c'est-à-dire en agrégeant des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche, des acteurs socio-professionnels, des entreprises, des acteurs des filières de formation technique et professionnelle. De plus en plus, on est amené à construire ces consortiums-là et à construire ces façons de travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui est important et qui génère d'ailleurs, pour certaines institutions françaises, la mise en place de dispositifs qui permettent de faciliter ce travail en concertation. Et je citerai l'unité mixte d'appui en ingénierie de la formation qui vient d'être créée par le CIRAD et l'Institut Agro pour justement renforcer et faciliter le travail et le montage de projets en commun autour de la formation. Voilà. Alors, toute cette évolution des partenariats est accompagnée par la France en particulier, avec un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place, qui facilitent le développement de ces partenariats-là. On a évoqué aussi pendant les Global Days ces nouveaux dispositifs-là, les campus franco-sénégalais, hubs franco-ivoiriens, les appels à projets compétitifs qui permettent soit d'initier ou d'expérimenter des partenariats, soit d'aller vers des partenariats qui se structurent durablement entre un établissement français et puis un établissement africain et un collectif d'établissements français. Et ça tourne autour de 3 enjeux en fait, importants pour l'enseignement supérieur, qui sont la formation de formateurs, la formation des enseignants. Ces nouvelles universités, il faut qu'elles vivent, il faut qu'elles soient animées. Donc il y a besoin de nouveaux enseignants, de nouveaux formateurs. 2, la question de l'employabilité des jeunes, et donc des jeunes diplômés, et donc du développement de démarches de formation qui soient professionnalisantes. Et puis 3, des enjeux très importants autour de l'enseignement supérieur court, le bac+2, le bac+3, parce que c'est le niveau de formation qui est attendu beaucoup par les entreprises, en tout cas c'est ce qu'elles nous disent, et c'est là où il y a des bassins d'emploi importants et sur lesquels il faut se concentrer. Et en plus de ça, ça permet d'engager les étudiants dans des voies professionnelles assez précoces, pour peu que les formations soient bien adaptées et soient bien professionnalisantes. Voilà. Alors, en conclusion un petit peu de tout ça, sans pas monopoliser trop la parole, je dirais que autour de l'enseignement supérieur, la formation des cadres, des ingénieurs, des techniciens, ça reste important. C'est un enjeu qui reste important. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas baisser la garde là-dessus. Mais il faut bien garder à l'esprit que la formation des producteurs et des jeunes, c'est un enjeu qui est absolument crucial. Ces dispositifs de formation-là, ils ont été longtemps un peu laissés en déshérence et un petit peu abandonnés. Et là, actuellement, il y a des dynamiques qui sont en train de se mettre en place et qu'il faut continuer d'accompagner. Parce que c'est vrai que cette révolution doublement ou triplement verte, il faut des compétences autour de ça et pour accompagner ça, et en plus dans un pas de temps qui est relativement court. Et la formation a sa place là-dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Oui, je rebondis sur ce dernier point, effectivement, qui est central, hein, et c'est un enjeu colossal. Tu l'as dit, la formation des agriculteurs a été abandonnée depuis de nombreuses années. Or, c'est là où se situe quand même le renforcement de l'expertise, hein, la professionnalisation des acteurs à la base, en quelque sorte, de la pyramide. Et comme on l'a dit précédemment, ce sont des millions de personnes. Donc, c'est un défi considérable. Et là, en revenant un peu sur la table ronde précédente, c'est une question de politique publique. Et c'était évidemment un enjeu énorme et qui n'est pas simple à aborder et qui est indispensable, en effet. Alors, pour poursuivre le tour de table, Monsieur Mohamed Abidhan, donc, vous êtes le patron des patrons guinéens. Et donc, vous allez apporter l'éclairage. On a beaucoup parlé, hein, de chaîne de valeur, de renforcement de la valeur ajoutée locale, hein, la création de valeur ajoutée donc, sur ces filières agricoles. Quel est votre point de vue en tant que chef d'entreprise, en tant que patron des patrons? Peut-être un point aussi qui me tient particulièrement à cœur. Patrick Guillaumont, qui est dans la salle, le sait bien, hein, avec la Ferdi, on y réfléchit, la question de l'accès au financement aussi, comment les entreprises aujourd'hui, qu'elles soient grandes ou petites, et y compris d'ailleurs les exploitations familiales, peuvent accéder au financement, qui est quand même aussi le nerf de la guerre sur ces enjeux-là. Voilà, d'abord, je vous remercie. C'est pour moi une opportunité de remercier son Excellence, Monsieur Serge Degalé, qui m'a donné l'occasion d'être là et de pouvoir m'exprimer. Et remercier également tous les panélistes et tous ceux qui sont
ici présents dans la salle. Je suis El Hadj Hann, le président du Conseil national du patronat guinéen. Et nous avons une entité patronale qui réunit en son sein 52 fédérations patronales membres, y compris la Fédération de l'agriculture, ce qui fait que nous suivons de près l'ensemble des activités qui sont liées à l'agriculture. Ça a été pour moi une occasion de voir le thème Bonne nouvelle d'Afrique. Pour moi, c'est une aubaine. C'était une occasion pour moi d'être là et il fallait à tous les prix que je ne loupe pas cette occasion. Parce que dès qu'on parle de nouvelles pour l'Afrique, pour moi, il faut que ce soit de nouvelles réelles pour l'Afrique et que ce soit une réalité. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans notre pays, si vous voulez, je dirais d'ailleurs que dans l'Afrique tout entière, vous avez 54 pays qui ont des produits agricoles complètement différents des uns des autres, d'où le besoin d'arriver à une exploitation rationnelle de ces produits agricoles nécessite une expertise pas forcément la même, mais complètement différente. Il est vrai qu'on parle de souveraineté aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il faudrait voir sous un angle complètement horizontal. On ne peut pas parler de souveraineté sans parler d'économie. On ne peut pas parler d'économie sans parler de créativité. On ne peut pas parler de créativité sans parler de rentabilité. On ne peut pas parler de rentabilité sans parler du bien-être pour l'Afrique. Alors, toute cette convergence doit conduire à quoi? Voir la réalité de l'Afrique actuelle en matière de politique agricole et voir quel est le besoin qu'il faut pour en faire une nouvelle pour l'Afrique, une bonne nouvelle pour l'Afrique. C'est-à-dire faire assister le secteur agricole, ceux qui interviennent dans le secteur agricole, une assistance technique, une assistance financière pour une révolution du secteur agricole. Lorsqu'on voit aujourd'hui que l'Afrique est complètement dépendante et que malheureusement, nous disposons d'un potentiel énorme agricole. Nous disposons des atouts énormes qui nous permettent de valoriser l'agriculture. La Guinée est le château d'eau de l'Afrique. Toutes les grandes rivières prennent source en Afrique, en Guinée, particulièrement de l'Afrique, prennent leur source en Guinée. Et qu'on soit encore dans le besoin d'une autosuffisance qui s'avère une préoccupation majeure, je dirais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est réel que les institutions supranationales ou africaines et autres font des études assez claires pour dire, voilà cette étape aujourd'hui, voilà le seuil de productivité, voilà les statistiques, c'est une très bonne chose. Mais sur le terrain, nous sommes sur le terrain. Vous avez des Africains qui travaillent, qui sont sur les champs, qui ont des plantations, qui essaient de travailler. Ils n'ont pas besoin d'avoir des résultats de ces institutions pour savoir réellement comment y aller. Elles ont besoin de quoi, ces Africains que nous sommes? On a besoin d'avoir des partenariats, non seulement financiers, mais des partenariats techniques qui permettent d'accroître la productivité. Ce qui pourrait nous permettre un jour, non seulement d'industrialiser les produits agricoles, d'arriver à, je vous dirais par exemple, l'industrie de séchage des fruits et légumes, ce qui permet de conserver ces produits en Guinée, ou même en Afrique, un peu partout en Afrique, les conserver pendant longtemps. Avoir des centres frigorifiques, permettre de conserver pendant des années les produits finis, les produits agricoles. Nous avons été victimes de 2 maladies qui sont des pandémies graves. Il y a eu la pandémie Ebola, qui a catastrophé complètement la Guinée, où vous avez trouvé des producteurs agricoles qui ont stocké pendant 6 mois leur production et qui finalement se sont retrouvés dans des difficultés énormes, qui ont laissé complètement leur production. Donc, ça a été des pertes sèches. Et je pense que s'il faut réfléchir intelligemment, c'est d'arriver quand même à solutionner ces genres de préoccupations. Non seulement aider à avoir des industries en Afrique, des industries agricoles, avoir des centres frigorifiques pour conserver la productivité, ce qui permet de lutter contre la pauvreté, de lutter contre cette carence alimentaire, mais également permettre aux Africains d'avoir des marketages, d'avoir par exemple ceux qui font du café, d'être reconnus comme pourquoi pas le Nescafé un peu qui est connu à travers le monde, alors que l'Afrique est un grand producteur de café, un grand producteur de cacao. La Côte d'Ivoire en illustre le bel exemple. Vous avez beaucoup de produits en Afrique, malheureusement, qui, à un certain niveau, sont à un seuil de visibilité réduit, ce qui ne permet pas d'avoir une croissance en matière de productivité. Moi, je pense qu'à mon avis, ce que je veux dire,
c'est que nous, c'est très beau de parler de la souveraineté de l'Afrique, de parler de beaucoup de choses, mais on est liés, nous, à des obligations de résultats. Il faut créer de l'emploi. Et les jeunes, vous parlez aujourd'hui, par exemple, de l'agriculture de famille. Bon, il est vrai, mais vous savez, aujourd'hui, il y a eu l'exode. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu l'immigration. Et toutes ces conséquences sont liées à quoi? Lorsqu'on produit en Afrique, qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas commercialiser les produits qui sont là, qu'on s'aperçoive que toute la production n'est pas sécurisée, n'est pas conservée, mais ils en lassent, ils abandonnent, ils partent. Alors, s'il faut ramener toute cette jeune compétence vers l'Afrique et les amener à avoir l'engouement de travailler à travers dans les champs et de développer l'agriculture, il faut aider à créer des infrastructures de base qui leur permettront de pouvoir avoir des résultats et avoir la confiance par rapport aux activités futures. Moi, je pense que la vision que je donnerais, c'est que avoir aujourd'hui une nouvelle bonne Afrique, comme vous l'avez suggéré, excusez-moi, c'est une opportunité extraordinaire que la Fondation FPI est en train de développer à travers l'Afrique tout entière. Mais là, quelles sont les pistes de solutions? Comment avoir l'assistance qu'il faut? Comment trouver, par exemple, les pays producteurs européens, asiatiques et autres, par l'intermédiation de la France, pourront aider l'Afrique à développer des chaînes de valeur? Comment solutionner, régler les problèmes de difficultés que vivent les Africains en matière de transport de ces produits agricoles des localités les plus éloignées au centre des magasins ou des entrepôts qui permettent de les accueillir? Voilà les difficultés qui ne se résolvent pas. Et ces problèmes, qui sont des problèmes majeurs, freinent l'évolution de la productivité agricole. Donc, de façon très ramassée, voilà ce que je voulais dire. Nous sommes des entrepreneurs, nous avons des agriculteurs qui sont là, qui n'ont pas de solution. Il faut trouver des financements adaptés. Dans certains pays, vous avez des banques, c'est des banques de commerce. Elles sont purement commerciales. Il y a des banques aujourd'hui qui investissent à long terme. Je remercie d'ailleurs le directeur de la BAD qui est là, qui à l'occasion du lancement de certaines activités, de certaines visions de la politique de la BAD, a axé l'orientation sur l'agriculture. C'est une opportunité extraordinaire. Mais vous avez la majeure partie des banques en Afrique, c'est des banques commerciales. Donc, c'est des banques qui n'accompagnent pas des produits et des producteurs agricoles, qui n'accompagnent pas des projets agricoles, ou qui n'ont pas besoin de rentabilité d'un an, qui ont besoin d'avoir des études de rentabilité à long terme. Alors, la création d'entreprises, l'entrepreneuriat dans le secteur de l'agricole prime aujourd'hui sur beaucoup d'autres formes de coopératives. Parce que lorsque les intérêts sont conjoints, écoutez, c'est les intérêts qui lient les hommes. Lorsque les intérêts sont affirmés, il y a la productivité, il y a la rentabilité. Pour ne pas trop m'éterniser, je dirais que je ne peux que remercier vraiment toute cette belle initiative qui va vers vraiment une Afrique toute indépendante, une Afrique avec une vision toute nouvelle, une agriculture nouvelle, mais il faut des moyens, il faut des mesures d'accompagnement, et il faut, tout comme on dit, toucher là où le bas blesse, c'est les infrastructures nécessaires pour accompagner l'agriculture en Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci bien. Pour préparer cette table ronde, Serge de Gallet m'avait demandé de faire un peu rapidement le point en quelque sorte des stratégies des bailleurs de fonds pour accompagner le secteur agricole et le secteur de l'élevage aussi. Alors, je l'ai préparé, mais j'ose à peine le faire parce qu'après ce qu'on a entendu la semaine dernière, ici même d'ailleurs à Montpellier, je pense que des stratégies sectorielles ou transversales de bailleurs de fonds qui ensuite sont déclinées dans les pays pour inspirer les projets, il m'a semblé, ou alors je n'ai pas bien compris, que c'était plus tout à fait dans l'air du temps et qu'on était dans une logique aujourd'hui davantage bottom-up. Alors, c'est un clin d'œil, mais je pense quand même qu'il y a un point quand même important dans tout ça. C'est qu'effectivement, il faudrait que ces stratégies, ces visions sectorielles soient renverser un peu le processus et soient véritablement élaborées par les acteurs de terrain, les gouvernements, bien évidemment, la société civile, tous les acteurs, et qu'ensuite, une fois que ces stratégies sont élaborées, eh bien que les bailleurs de fonds qui veulent se positionnent, ou non d'ailleurs.
Et tout à l'heure, on parlait avec madame de l'exemple du Vietnam. Le Vietnam qui est une véritable success story en termes de développement économique. C'est exactement ce qui s'est passé. Le Vietnam a défini ses stratégies, pas seulement agricoles. Et ensuite, les bailleurs de fonds qui se reconnaissaient dans ces stratégies, les ont accompagnés ou pas d'ailleurs, sans se fâcher d'ailleurs. Et je pense qu'il y a véritablement... Alors, j'ai quand même me lancer dans cet exercice où... Alors, il y a de nombreuses stratégies. Tous les bailleurs de fonds, évidemment, ont une stratégie pour le secteur agricole et de l'élevage. C'est très volumineux, donc c'est assez difficile à synthétiser. Mais bon, si on essaye de trouver les points communs, je crois qu'il y a quand même il y a deux facteurs, deux éléments de diagnostic qui sont posés pour décliner ces stratégies. C'est le caractère incontournable d'améliorer la performance. La performance, c'est un terme très général, mais la performance du secteur agricole, on en a beaucoup parlé ce matin, je n'y reviens pas. Et c'est important du point de vue des bailleurs de fonds pour réduire la pauvreté en milieu rural, mais aussi pour réduire la pauvreté d'une manière générale dans les pays. Si on met le paquet en quelque sorte sur le secteur agricole, ça concerne 70% des populations africaines, forcément il y a un impact macroéconomique sur l'ensemble des autres secteurs. Ensuite, tous ces bailleurs de fonds ont regardé ce qui s'était fait ailleurs, et notamment, bon, j'ai évoqué le Vietnam, mais en Amérique latine, en Asie. Et en fait, les pays qui ont réussi dans le domaine agricole, à un moment ou à un autre, ont mis le paquet, pardonnez-moi l'expression, sur des programmes de promotion forte et d'incitation et de financement donc de politiques qui visaient à améliorer en quelque sorte les technologies, le savoir-faire, les connaissances, les services de vulgarisation. La question très simple et très de la question de l'eau, la maîtrise effectivement de l'eau, une gestion raisonnée des sols, également de la ressource foncière, et puis évidemment le lien entre production et marché. Mais des actions, c'est les pays qui ont réussi en quelque sorte, selon la Banque mondiale, selon la Banque africaine de développement, selon l'AFD, ce sont des pays qui à un moment ou un autre ont fait un choix clair sur lequel concentrer leurs efforts pour effectivement améliorer cette performance agricole. Et j'ai relevé donc autour de cela 6 axes forts. Je les donne un peu dans le désordre. C'est première chose, et on est au cœur des discussions que nous avons eues ce matin, c'est lever toutes les barrières financières, institutionnelles, budgétaires au développement des technologies nationales et aussi à la diffusion des technologies étrangères. Et aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, en matière de numérique, il y a des progrès considérables qui sont faits. J'ai discuté hier soir avec un jeune ingénieur agronome qui travaille donc pour une start-up qui est installée ici à Montpellier. Aujourd'hui, l'agriculture en Occident est devenue presque une science exacte. C'est assez paradoxal de dire cela, mais grâce à la numérisation, au traitement des données de masse, on peut à tout moment corriger un apport en eau, corriger un apport en engrais, connecté au marché. Est-ce qu'on a intérêt à mettre aujourd'hui un fertilisant si ce n'est pas valorisé par rapport à l'évolution du marché? Donc, et ça, bon, qu'on le veuille ou pas, c'est dans les universités, c'est dans les instituts, c'est dans les startups qui sont aujourd'hui aux États-Unis, en Europe, et il faut aller chercher ces technologies et les importer. Bon, deuxième point, et là, Monsieur le Président, vous serez d'accord avec moi, c'est inciter, mais par tous les moyens, encourager l'investissement privé. Et ça nécessite effectivement de passer, de rompre avec certains blocages. Il faut accepter que l'entreprise privée soit, dans le domaine agricole, un acteur et un bénéficiaire là encore le terme n'est plus à la mode, mais de l'aide publique au développement à part entière. Une question, troisième axe que je relève, encore une fois, pardonnez-moi si tout ça a été un peu pêle-mêle, c'est la question de la gouvernance foncière. Gouvernance, le terme est important parce que c'est non seulement la sécurité foncière, parce que sans sécurité foncière, on ne peut rien faire sur le long terme, mais c'est aussi, et il faut y prendre garde, parce qu'autrement tout ça ne conduira à rien, c'est aussi se prémunir des phénomènes de dégradation et d'épuisement des sols qui sont importants aujourd'hui en Afrique. Et donc, il y a un accent à mettre là-dessus. Jérôme, tu l'as dit, c'est l'amélioration, le renforcement des capacités, la professionnalisation des acteurs, les services de vulgarisation. Parce que s'il faut former, faire passer des messages auprès des millions, même si le terme vulgarisation aujourd'hui n'est plus à la mode, mais
Encore une fois, je pense que faire toute cette technologie qui existe, la mettre à la disposition des acteurs, ça reste un axe central. Serge l'évoquait tout à l'heure, c'est un point important, c'est qu'en fait, toutes ces activités agricoles doivent être complètement connectées au marché, donc faciliter la transformation, évidemment, on créera de la valeur ajoutée. Les infrastructures, la semaine dernière, avec un groupe d'entreprises françaises qui se sont réunies sous le label Alpha, on disait que rien ne sera possible si on ne règle pas la question du transport des produits agricoles depuis les zones de production vers les zones de consommation et la chaîne de froid et toute la logistique qui va avec. Et puis, dernier axe, c'est nos collègues du CIRA, de l'IRD, de l'Institut Agro Montpellier seront... je terminerai là-dessus, j'aurais peut-être pu commencer aussi par là, mais c'est encourager, aider les laboratoires de recherche agronomique et les entreprises innovantes aussi, les entreprises privées innovantes, déployer des moyens pour permettre effectivement permettre à la recherche, notamment la recherche africaine, de mettre au point ces nouvelles technologies, mais c'est vrai aussi pour les laboratoires et les instituts de recherche du Nord. Voilà, donc, pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long, mais j'ai essayé de faire cet exercice. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est que fort de tout cela, finalement, aujourd'hui, les pays africains, les responsables africains, les dirigeants, la société civile également, finalement, définissent leurs priorités à l'intérieur de tout ça et bâtissent leur stratégie pour le secteur rural et ensuite s'adressent aux bailleurs de fonds pour voir si ça peut être financé. Alors maintenant, il nous reste quelques minutes pour dialoguer entre nous, réagir aux propos des uns et des autres et puis surtout réagir avec vous si vous avez des questions. Serge, il nous reste combien de temps pour ce temps d'échange? 1 heure. Est-ce que, peut-être par rapport à ce qui a été dit, si déjà on peut réagir entre nous, est-ce qu'il y a des points Merci. Moi, il y a un point sur lequel je voulais réagir. C'est qu'il faut absolument peut-être regarder au-delà du secteur agricole et notamment réfléchir autour de ce qui se passe dans le domaine de l'énergie. Parce que quand on en a parlé, quand on parle transport, lorsqu'on parle transformation des produits, etc., la valeur ajoutée, donc cette question de l'énergie, et ce n'est pas par hasard si au niveau du dialogue entre l'Europe et l'Afrique, en termes de recherche et d'innovation, il y a 3 priorités. L'agriculture, l'innovation, l'énergie. C'est sur ces 3-là que ça avance. Et si on réfléchit, vous l'avez dit, hein, le terme valeur ajoutée, répartition de la valeur dans la filière, donc ça veut dire transformer les produits agricoles, tout ça, ça requiert de l'énergie. Et malheureusement, il y a un certain nombre de pays africains qui ont un accès limité à l'énergie, en tout cas aux énergies fossiles, qui deviennent très chères. Donc la question d'une réflexion autour de la bioéconomie, de l'économie circulaire, de la valorisation des déchets agricoles pour produire de l'énergie qui permet de financer cette transformation, c'est quelque chose, à mon avis, qui est, alors je pense particulièrement dans les pays sahéliens, hein, qui souffrent, je pense, le plus de ce déficit ou de ce coût élevé de l'énergie. Mais notre collègue de Guinée le dira, mais lorsqu'on est à Nzérékoré et qu'on veut faire de la transformation des produits et qu'on voit le coût du diesel arriver à Nzérékoré, voilà, c'est un handicap terrible, alors qu'on peut probablement utiliser des produits locaux pour produire de l'énergie qui sert à la transformation humaine. Donc c'est une espèce de cercle vertueux. C'est des petites entreprises, hein, mais ces petites entreprises, elles produisent de l'emploi lié à l'agriculture, même si c'est autour de l'agriculture. Et il y a certainement une réserve d'emploi très importante dans ces métiers qui sont du monde rural, mais qui sont autour de l'agriculture. C'est ça que sur quoi j'avais envie d'insister. Merci beaucoup, Philippe. Alors, peut-être, Jérôme, tu as des commentaires par rapport à... Continuer sur ce que dit Philippe, effectivement, c'est important, même en matière dans le domaine de la formation, de raisonner aussi, pas simplement sur les producteurs, mais aussi sur tous les métiers ruraux, sur les métiers de service, les métiers de transformation qui sont aussi des possibilités d'insertion et de création d'auto-emploi pour les jeunes. Tout à fait. Bien, bon, on se tourne vers vous si éventuellement... Oui, monsieur. Alors, je vais vous passer un micro. Ce sera peut-être plus simple, mais je pense qu'il y a une lingette. Learning in doing.
Allô? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Pierre-Louis Opa. Je suis du CNP Guinée, le patronat de la Guinée. J'ai écouté tout à l'heure tous les intervenants concernant ce thème d'agriculture. Vous savez, dans le domaine de la recherche, je voulais un peu intervenir dans le cadre de la formation d'abord, et après, je reviendrai sur les solutions, des propositions à faire. Donc, sur la recherche, quand vous voyez un peu, on parle de l'agriculture. En Guinée, dans mon pays, par exemple, depuis les années d'indépendance, la Guinée a formé que des agriculteurs, des agronomes. À l'université, les 60% des étudiants ont été orientés dans l'option agricole. Donc, vous avez les ingénieurs agricoles, les ingénieurs agronomes du moins, les aménagistes et autres. Depuis 1960 jusqu'en 1984, la Guinée n'a formé que des agronomes. Et après là, il y a un changement de régime, il y a un nouveau régime qui est venu, qui a continué jusqu'à après 20 ans. Maintenant, le cas de la Guinée spécialement, si vous voyez bien, dans le cadre de la formation, nous avons une prédisposition des cadres dans l'agriculture. Si les gens, les institutions qui sont là, dans leur recherche, avaient essayé de voir les cas par cas des pays, j'aurais su qu'en Guinée, il y a déjà une prédisposition de formation. Et ça, c'est un grand avantage. C'est un avantage pour la Guinée. Ce qu'il fallait faire pour la Guinée aujourd'hui, c'est une présence. Par exemple, à l'époque, avant l'indépendance, il y avait des comptoirs en Guinée. Ces comptoirs étaient très proches des agriculteurs. Ils étaient dans le domaine rural. Et quand vous voyez en Afrique, vous dites à des gens, allez-y, on va les orienter dans une culture quelconque, par exemple, si c'est l'arachide ou la banane ou l'ananas, les gens ont beaucoup confiance quand ils voient des comptoirs étrangers. Et ils se disent que là, on peut s'en donner, on produira, et on a des clients qui peuvent prendre ces produits sur place. L'agriculture familiale, par exemple, que vous parlez, quelqu'un qui a une famille, il a par exemple 3 enfants, 4 enfants ou 10 enfants, quand il produit, et il n'a pas d'autres ressources, qu'est-ce qu'il fera? Il va vendre ses produits sur place pour nourrir les enfants, pour envoyer les enfants à l'école. Mais s'il sait qu'en fournissant d'efforts, en doublant d'efforts, il peut avoir des clients qui peuvent acheter ce produit. Et ça pourra encore en plus l'encourager à avoir une vision lointaine dans l'agriculture. Ça empêchera beaucoup de choses. Un, l'exode rural, les gens vont rester sur place, produire, aider le papa, les parents, et vendre les produits sur place. Mais quand cela n'existe plus, qu'est-ce que vous voulez? Chacun, un enfant qui grandit, il va à l'école, il voit que son parent est pauvre, il n'a rien. Est-ce que vous pouvez dire à votre enfant, allez-y cultiver? Pour quel résultat? Il va prendre ses bagages, il va vers la Méditerranée, et c'est l'exode que vous verrez, vers les grandes villes, vers l'Occident. Le problème aujourd'hui, aller vers les zones rurales. La réalité est là. Elle s'explique d'elle-même. On ne peut pas vous le dire, vous allez voir. Vous saurez que là, voilà où il faut investir. Et ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça ne demande pas des milliards. Faire un comptoir dans une zone de production n'est pas très compliqué. Vous pouvez l'avoir partout. Le phénomène naturel, le changement climatique, c'est bien vrai. Mais est-ce que le changement climatique peut être un obstacle au développement, un obstacle à la vie humaine? Ce n'est pas possible. Vous allez vous créer des bassins de rétention d'eau quand il y a la pluie. La Guinée, il faut voir pendant la saison de pluie, nous avons 6 mois de saison pluvieuse. Il pleut abondamment. L'eau coule partout. Vous pouvez, si on crée des bassins de rétention, on peut avoir de l'eau, assez d'eau, aménager les terrains pour faciliter l'agriculture. C'est la question d'eau qui crée des problèmes. Quand vous regardez le Mali, vous regardez le Burkina, le Sénégal, d'autres en ont des bassins de rétention, mais en Guinée, il n'y en a pas.
Voilà des axes sur lesquels il faut réfléchir et essayer de créer ces trucs-là dans ces zones rurales. Vous allez voir, maintenant, les résultats après, ça va beaucoup changer. Mais tant qu'on attend la décision des politiciens, on attend le Fonds monétaire, et ceci, cela, ça ne pourra pas marcher. Pendant ce temps, les gens ont faim là-bas. Ils demandent comment envoyer les enfants à l'école, comment manger, comment se vêtir, comment se protéger contre les intempéries de la nature. Voilà des réalités de l'Afrique. C'est ce qu'il faut voir. Et je pense que c'est une idée. Vous allez voir la Guinée, vous allez aujourd'hui, vous créez un comptoir, vous faites une société agricole, vous lancez l'appel d'offres. Vous aurez des milliers d'agronomes qui viendront répondre à votre appel. Ils sont formés, ils ont fait des études pour ça, mais ils n'ont pas d'emploi. Ils sont obligés d'aller dans d'autres secteurs. Ça, c'est une perte. Voilà, une des raisons, c'est une grande perte pour l'agriculture. Mais si on réussit à récupérer tous ces gens, les mettre dans leur domaine de compétences, vous allez voir les résultats que vous donnez là, ici, chacun de vous, ça va changer. Et le raisonnement changera. Monsieur, je ne sais pas votre nom, il a été en Guinée, il connaît un peu ce qui se passe, mais il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de potentiel en Guinée. Il y a des potentialités, des trucs, il faut les réveiller. Le réveil, c'est seulement la présence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, votre commentaire est effectivement très précieux et très instructif. Je pense qu'on va réagir, mais peut-être avant cela, prendre quelques questions aussi. Alors, monsieur, tout à l'heure, je ne vous ai pas donné la parole. Donc, monsieur, si vous pouvez, l'idéal, ce serait effectivement de pouvoir poser des questions pour qu'on puisse réagir. Mais on commentera tout à l'heure ce que vous avez dit, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Askari Vania, je suis tchadien. Donc, je fais une thèse à l'Université de Montpellier, Paul Valéry, sur l'efficacité des organisations de développement au Tchad. Alors, du coup, donc j'ai deux questions. Donc, une qui va porter sur la cohérence des discours, en tout cas en matière de développement de partenariat, et une autre qui on va dire, un petit plaidoyer. Donc du coup, sur la cohérence, je me pose des questions sur les réelles capacités des institutions techniques et financières de coopération. Donc ces capacités à porter, disons, leur vision dans les relations avec les différentes organisations, les partenaires au niveau local. Parce que, par exemple, quand on entend Supagro afficher une réelle volonté de formation, d'accompagnement, de co-développement, et qu'à côté, on entend qu'il faut augmenter la scolarité pour des étudiants étrangers au niveau des politiques, et quand ils sont sur place, ne serait-ce que pour l'accès au logement étudiant, c'est plus compliqué pour les étudiants qui viennent des pays en difficulté. C'est assez, on a comme un antagonisme qui noie un peu cette idée, cette ambition de coopération, de formation, de partage, de transfert de compétences. Donc, quelles sont vos réelles capacités à influencer et à poursuivre, disons, vos ambitions vis-à-vis de cela? Ensuite, la seconde question, elle porte du coup sur au niveau des conditionnalités de partenariat. On a l'impression que ces institutions sont un peu comme des banques. C'est-à-dire que quand on est à une phase d'amorçage, il est quasi impossible de travailler avec. Parce que les cahiers de charges présentés, les termes de référence exigés ne sont pas adaptés, disons, à la configuration des structures locales qui, peut-être, sont porteuses d'idées et d'innovations qui peuvent être plus efficaces. Donc, il faudrait, à mon avis, revoir ces conditionnalités, comme il avait parlé du bottom-up, au niveau de la conception de ce type de partenariat. Parce que, des fois, ne serait-ce que pour des missions d'évaluation de projet, même les lignes budgétaires, on vous donne 10 000 € pour faire le tour du pays, pour évaluer les effets ou l'impact d'un projet financé à hauteur de 100 000 €. Et c'est dans un pays où il n'y a pas de route,
où les communications sont difficiles, où on ne peut pas fournir ne serait-ce qu'un justif, parce que le taximan ne va pas te faire une facture. Donc du coup, au niveau des conditionnalités, est-ce qu'il y a une réelle réflexion qui est portée là-dessus et au niveau de la cohérence? Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez passer le micro à monsieur qui est à côté? Merci beaucoup, monsieur. Alors, monsieur Tré, j'aimerais poser une question à monsieur Philippe sur les indices géographiques. Les indices géographiques, parce que je prends un cas particulier. En Côte d'Ivoire, nous avons de la tchéké, mais aujourd'hui, on nous dit que c'est la Chine qui est le premier producteur mondial de la tchéké, par exemple. Et c'est qu'il y a l'oignon du Niger. Donc, il y a ce label-là aussi protégé qui peut permettre à l'agriculture en Afrique d'être bien vendue sur les marchés au niveau international. Donc, quel partenariat en faveur de la protection des indices géographiques? Au grand patron de la République de Guinée, j'aimerais lui poser la question, comment contraindre le secteur privé à accompagner l'agriculture en Afrique? Les États font des efforts pour la réglementation, les agriculteurs sont là, mais l'argent manque sincèrement. La bancarisation des agriculteurs, vraiment c'est compliqué. Si on n'arrive pas, s'il n'y a pas de volonté, si on n'arrive pas à inciter, est-ce qu'il y a des moyens de contraindre les grands patrons, le secteur privé à pouvoir faire quelque chose? Donc, dans ce sens-là, j'aimerais avoir une réponse. Et puis également, j'ai entendu le grand patron dire qu'ici, on avait des restaurants LABAD. Et LABAD développe le i5, intégrer l'Afrique, nourrir l'Afrique. Quand bien même que jusqu'aujourd'hui, on a un échange entre pays africains qui relève de l'ordre de 14%. Donc, s'il y avait une possibilité d'entendre un peu les restaurants LABAD qui sont là pour savoir ce qui a été fait depuis 2018 pour vraiment renforcer la coopération entre déjà les pays africains. Donc, voici un peu mes éléments. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être répondre déjà à ces premières questions et commentaires. Jérôme, si tu permets, je me tourne vers toi pour la question donc du monsieur du Tchad concernant effectivement la cohérence en quelque sorte de l'action des différents acteurs en quelque sorte, en tout cas ceux du Nord, par rapport à ces sujets de formation, de recherche. Oui, merci. Oui, alors je vais répondre, c'est pour Supagro, mais je crois que la réponse, elle est valable pour beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur. Parce que la question que vous posez, elle est importante, parce que c'est vrai que ça a secoué beaucoup les opinions publiques ici, en France, et puis dans beaucoup de pays étrangers, dont les pays africains. Et c'est cette question de l'augmentation des frais de scolarité, un petit peu, qui est posée. Alors, moi, je vois ça un peu comme une histoire de bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, en fait. Parce que... en fait, quel effet est attendu de ça? Enfin, ce qu'il faut dire quand même en corollaire de cette augmentation des tarifs, c'est que la liberté était donnée aux établissements, soit d'exonérer des étudiants, certains types d'étudiants de cette augmentation-là, soit de les exonérer sur la base de conventions qui étaient passées entre l'établissement et des établissements partenaires. Donc en fait, l'objectif derrière ça, c'était, et là je regarde la bouteille à moitié pleine, l'objectif derrière ça, c'était d'inciter les établissements français et de ces pays-là à s'engager dans des partenariats un petit peu plus structurés et structurants. Et dans le cadre de ces accords-là, c'était très très facile d'exonérer, il suffisait d'écrire ça dans la convention, d'exonérer les étudiants de cette augmentation, voire totalement des frais de scolarité. Donc l'effet positif attendu, c'était d'inciter les établissements à favoriser des accords de partenariat plutôt que simplement des établissements en France qui accueillent des flux d'étudiants qui se pointent de leur propre initiative et parmi lesquels on constate finalement des taux d'échec qui sont parfois relativement importants dans certains secteurs. Donc l'effet vertueux qui était attendu, c'était d'inciter les établissements à construire ces partenariats-là, à définir des critères de co-sélection des étudiants, d'orientation des étudiants, et c'est ce qui se passe un petit peu. Tous les accords de double diplôme qui sont montés par ces établissements, alors Supagro en fait partie, mais l'Université de Montpellier aussi, enfin plein d'autres établissements le font, ça a un des objectifs, et ça justement de structurer un petit peu la relation, et ça permet d'exonérer de ça.
Un autre élément qui est une piste sur laquelle beaucoup d'établissements travaillent en ce moment sur l'accessibilité de ces diplômes, français en particulier, c'est le développement de doubles diplômes délocalisés, c'est-à-dire des partenariats entre un établissement en Afrique, au Sénégal, au Tchad, en Côte d'Ivoire, et un établissement français pour développer des doubles diplômes pour lesquels les étudiants n'ont pas obligatoirement une mobilité à faire en Europe. Et ils peuvent acquérir ces doubles diplômes localement. Et donc, ça permet de faciliter l'accessibilité de ces diplômes-là. Donc, c'est effectivement un souci. Mais moi, je ne vois pas de contradiction, si vous voulez, entre ce que vous évoquez sur l'augmentation des frais de scolarité et l'effet induit vertueux qui était attendu, qui, au contraire, est plutôt vertueux de pousser les établissements à aller vers plus de partenariats structurés. Après, sur le logement, c'est des politiques qui sont différentes. Donc, je pense que je ne veux pas parler pour le Crous parce que je ne connais pas suffisamment. Pour ce qui est de l'Institut Agro, les étudiants qui viennent des pays les plus en difficulté, comme vous les qualifiez, ils sont prioritaires sur les logements de la résidence et il y a un certain nombre de dispositifs au Crous qui sont prévus pour ça aussi. C'est une attention qui... Alors c'est un vrai problème. C'est vrai que sur le marché privé, pour un étudiant qui vient du Tchad, par exemple, pour une période d'1 an ou de 2 ans ou de 3 ans, c'est pas facile de trouver un logement, mais on en a bien conscience et il y a des dispositifs qui sont mis en place pour essayer de pallier ça. C'est une préoccupation en tout cas. Voilà. Merci Jérôme. Philippe, peut-être si vous pouvez répondre aux 2 interpellations finalement, si j'ai bien compris, du patronat guinéen à travers monsieur et monsieur Lava sur les... si j'ai bien compris, votre point central, la question en quelque sorte d'action ciblée, d'envergure sur des zones à fort potentiel. Vous évoquiez les comptoirs, les questions de maîtrise de l'eau dans ces zones-là, les questions d'évacuation des produits, d'accès aux infrastructures à l'énergie. Et puis peut-être l'autre point également, monsieur, sur les questions, donc, qui vous avez une question spécifique sur les questions d'indicateurs géographiques, je crois. C'est ça. Bon, je vais essayer de couvrir les différents points qui ont été évoqués, mais il est certain que, monsieur de la Guinée, vous posez bien la question du lien entre de l'accès au marché. Alors, ça marche dans les 2 sens, hein. C'est-à-dire, est-ce que l'agriculture se déplace vers où se trouvent les marchés, ou est-ce qu'il faut que les marchés viennent là où les secteurs agricoles sont dynamiques? Ça pose de toute façon une question d'infrastructure, les infrastructures de transport et les infrastructures de stockage. Ce qui me semble intéressant de voir, c'est que forcément, quand on parle d'infrastructure, on revient à la question que tu évoquais, qui sont les bailleurs de fonds, que font-ils, et la décision publique. On en a besoin. Mais le lien avec le secteur privé, il est aussi, me semble-t-il, extrêmement important. Il y a une ligne de réflexion, et je pense que ça fera le lien avec ce qui est discuté sur le chat. Il y a une ligne de réflexion qui a jusqu'à présent été peu poussée. C'est la question de comment créer des synergies entre les investissements privés et les investissements publics. Dans beaucoup de cas, le système le plus simple, c'est l'AFD fait un prêt à une banque et la banque va apporter des financements à des conditions préférentielles au secteur privé qui peut peut-être à ce moment-là investir dans une capacité de stockage, dans un endroit ou dans une transformation. Mais il y a tout un autre secteur qui est le secteur des fonds d'investissement. Des fonds d'investissement qui viennent de banques, de banques privées, mais qui cherchent aujourd'hui, il y a de nombreux fonds qui s'intéressent à l'Afrique, qui veulent développer des actions en Afrique, qui ont quand même du mal à trouver les opérateurs, les bonnes conditions. Et souvent, c'est parce que le contexte, finalement, de l'investissement public ou de la gouvernance publique ne permet pas. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler avec un de ces fonds, qui est le fonds Moringa, essentiellement créé par la banque de Rothschild. Et ils ont, entre le nombre d'idées au départ intéressantes et le nombre de projets qu'on pourrait réaliser sur le terrain, c'est un ratio qui est presque de 1 à 100. Donc, il faut avoir 100 idées pour qu'in fine, on y arrive. Et donc, c'est travailler. Ils viennent de sortir, il y a quelques semaines, un livre expliquant un petit peu les leçons apprises de leur expérience. Et moi, je trouve qu'on aurait vraiment intérêt à en discuter et peut-être en discuter avec les bailleurs que vous évoquiez pour voir comment on peut créer plus de synergie. Parce que des financements, ils existent. Il y en a et qui ont peut-être justement cette idée de se dire allons là où il y a des productions,
où il y a des demandes. Quelqu'un a mentionné le Fonio. Le Fonio, il y a une forte demande en ville sur le Fonio. On a levé des barrières techniques au niveau du vannage du Fonio, enfin vous connaissez ça mieux que moi, bon, qui ont été mises en place par la recherche. Mais voilà, là il y a un potentiel qui n'est pas suffisamment saisi. Et pourtant, il y a des investisseurs privés qui seraient prêts à y aller, mais il faut que les conditions de liaison avec le public se fassent. Pour moi, c'est un champ qui a été insuffisamment expérimenté. Et voilà, je rejoins un peu la question de notre collègue du chat sur les conditionnalités du financement des projets. Juste pour dire que c'est un sujet qu'on essaie de pousser dans le dialogue Union européenne-Union africaine. J'espère que durant la présidence française de l'Union européenne, dans le premier semestre 2022, on va le remettre sur la table. On sait que les collègues de l'AFD veulent le dire, parce qu'aujourd'hui, dans notre domaine qui est celui de la recherche et de l'innovation, les instruments qui existent pour mobiliser, faire venir des investisseurs et les gens du secteur privé dans des démarches recherche et innovation, ils sont pas adaptés. C'est souvent des trop gros tickets. Voilà, si on se met devant un projet de 20 millions, 25 millions d'euros, je vais avoir les mêmes acteurs, des acteurs qui sont déjà organisés, qui savent faire, mais des petits acteurs, ils vont y être difficilement. Alors, il y a une initiative qui est montée, que tu connais, dans le cadre avec le FIDA, pour travailler sur l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre aussi de la Grande Muraille Verte, pour essayer d'aller sur des niveaux de tickets plus faibles. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à travailler absolument pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, mais peut-être on reparlera sur les indications géographiques. L'AFD soutient ces démarches sur les indications géographiques. Il y a probablement, du côté de la recherche, on a beaucoup travaillé pour arriver à avoir un système dans lequel le coût de la certification soit le plus faible possible, de façon à ce que dans une IG, on gagne parce que sur le marché, il y a un gain en termes de prix, mais si l'essentiel de ce gain en termes de prix, il est absorbé par le coût de la certification, finalement, voilà, il n'y a pas de plus pour le producteur. Et donc, il y a les systèmes, et peut-être qu'Éric Sabourin pourra en parler mieux que moi, de ce qu'on appelle la certification collaborative, qui permet de réduire ses coûts et de permettre à ce que cette question des indications géographiques puisse toucher un peu au-delà de certaines niches, hein, le poivre du Pendjab au Cameroun, etc. Maintenant, il faut que ça touche un nombre de producteurs, enfin d'agriculteurs plus important. Merci beaucoup Philippe. Peut-être avant de vous redonner la parole pour d'autres questions, Monsieur le Président, est-ce que vous voulez réagir sur la question de l'accès au financement, et notamment, Philippe l'évoquait, pour les toutes petites entreprises agricoles, les start-up, les phases d'amorçage, aller au-delà des phases d'amorçage, la bancarisation en quelque sorte du secteur agricole. Bon, la première des choses, je vais essayer d'aller vers le sens de mon ami de la Côte d'Ivoire, tout à l'heure, qui se posait des questions sur les conditionnalités de mise en place des crédits par la BAD. Je pense que la BAD n'est pas une banque ordinaire comme les banques commerciales que nous avons dans nos différents pays. Elle a un niveau d'intervention complètement différent qui ne nécessite pas de mettre en exergue plus ou moins ces conditionnalités pour voir si ça peut s'adapter plus ou moins à un producteur local qui a besoin d'un crédit de fonctionnement. Et on a plutôt besoin d'avoir la possibilité de former ces jeunes entrepreneurs, créer de l'emploi, c'est créer des PME, les former, les amener à avoir des études de faisabilité, des études bancables, de façon à les permettre d'être proches des banques locales. Écoutez, il y a une chose qu'on est en train de mettre en place actuellement, c'est une synergie de l'Afrique entière au niveau des patronats des PME, par le think tank qui est mis en place aujourd'hui, qui va de façon très synergique relier les entreprises, les patronats africains, les entreprises, les PME et PMI de l'Afrique, de façon à les converger vers une méthode de travail, vers une méthode de gestion de leurs entreprises. N'est pas donné à qui le veut un crédit, parce que ce n'est pas possible. Bon, moi, j'ai voulu plus essayer de voir comment on peut profiter de cette opportunité pour dire que voilà, c'est une aubaine. Et cette aubaine doit permettre à nous, les Africains, nous, les jeunes entrepreneurs, ou des entreprises, des PME, PMI mises en place, pour dire, voilà, nous avons une opportunité, c'est de voir comment, avec cette nouvelle Afrique, peut amener un accord de partenariat, une expertise nouvelle, comment conduire
les jeunes entreprises à être beaucoup plus productrices, de façon à pouvoir être un peu dans le sillon des grandes entreprises. Bon, je pense que c'est ça la vision que nous devons avoir. Hein? Aujourd'hui, des autocritiques, on en a eu tellement en Afrique. Et si nous essayons aujourd'hui encore de voir où le bas blesse, je pense qu'on va continuer à tourner à la roulette russe et on n'ira pas trop loin. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'être positif, d'être également constructif. C'est de dire, bon, on a une opportunité aujourd'hui, l'Afrique a son histoire, on a une agriculture qui n'est pas bien mûrie, qui n'est pas bien développée, on a une opportunité pour faire de l'Afrique, faire de l'agriculture en Afrique une nouvelle vision, comment créer une synergie en matière de renforcement de capacité, en matière de création d'emplois et en matière de pouvoir ramener la jeunesse africaine en Afrique. Parce que si aujourd'hui nous avons des activités qui sont productrices, on a l'agriculture qui devient rentable, et je peux vous rassurer que les jeunes Africains n'ont pas besoin du froid, de la neige et de la glace ailleurs pour vivre. Ils vont rester en Afrique. Et s'ils restent en Afrique, ils vont créer de l'emploi, ils vont se développer. Moi, je pense qu'il faudrait, il est super plus intéressant que nous essayons de savoir nous-mêmes ce que nous voulons. Et sachant ce que nous voulons, et de savoir où nous allons. Et sachant où nous allons et quelles sont les stratégies qu'il faut pour nous amener à obtenir le bien-être de l'Afrique. C'est comme ça, je pense, qu'on peut être constructif et c'est comme ça qu'on peut arriver à développer l'Afrique tout entière et à espérer un jour et avoir l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'il est incompréhensible jusqu'à maintenant qu'on se dise qu'on a de l'eau en Afrique. Moi, dans mon pays, vous creusez le goudron, vous mettez une plante, elle va pousser d'elle-même. Elle n'a pas besoin d'engrais organiques ou engrais chimiques ou je ne sais pas quoi d'autre. Alors, tout ce potentiel que nous avons, c'est à nous de réfléchir. Et sachant pertinemment qu'on ne peut pas évoluer sans la nouvelle technologie. On est ancré dans une tradition agricole qu'on a connue, c'est la daba, c'est d'aller dans les champs, alors que la technologie aujourd'hui permet d'avoir des drones qui permettent de pouvoir localiser les zones. Mais le mal qu'on a en Afrique en grande partie en matière d'agriculture, développement agricole, c'est le titre foncier agricole. Nous avons un problème, on ne sait pas comment valoriser le patrimoine agricole, si vous voulez, le domaine agricole que nous avons, pour pouvoir les valoriser, les déposer à la banque. La banque a besoin de garanties pour apporter un financement. Tu crées de l'emploi aujourd'hui, tu crées des PME, tu viens auprès d'une banque, tu as besoin d'un financement, mais ils te disent quelle est la garantie que tu as. Tu ne vas pas aller prendre la concession de ton père pour dire, bon, je garantis pour une plantation, en essayant de dire, bon, voilà ce qui se passe. Il faudrait qu'on amène nos gouvernants à accepter le principe de donner des titres fonciers agricoles, de les valoriser et de certifier, de façon à ce que les banques s'aperçoivent que dans telle zone d'activité, lorsque on dépose des dossiers bancables, mais ça a une valeur. Et au vu de cette valeur-là, on peut avoir accès au financement. Et deuxièmement, nous organiser pour que ça ne soit pas simplement une entreprise familiale. Parce que là, si vous voulez, il y a l'influence, il y a l'ascendance de nos papas, de nos parents et tout et tout. Il faut créer des entreprises indépendantes, gérées par un conseil d'administration, gérées par une assemblée générale, avoir des pouvoirs de décision, ce qui rassure un peu les entreprises. Au vu de ça, on peut avoir accès au financement, avoir des études de rentabilité pour justifier que ce pourquoi on a eu accès au crédit nous ont permis de travailler. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire. Et cette opportunité est l'une que nous avons pour dire le besoin que nous avons aujourd'hui, c'est de nous aider à avoir de l'assistance technique, à avoir de nouvelles donnes pour nous permettre de développer l'agriculture en Afrique. Une fois qu'on a cette opportunité, on essaie d'aller maintenant vers les créations d'entreprises et tout ce qui s'ensuit. Voilà l'intervention que je voulais donner. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je pense que votre propos forme une très bonne synthèse finalement et une très bonne conclusion des discussions que nous avons eues tout au long de cette matinée. Vous avez repris les points essentiels et je vous en remercie. Si vous permettez, Monsieur le Président, il y a un point sur lequel je me permettrai d'insister. Vous l'avez évoqué, Philippe l'a évoqué tout à l'heure. C'est la question, en effet, du financement du monde rural dans son ensemble, et notamment des exploitants agricoles, des PME,
Je pense qu'il y a des expériences, en effet, tu as évoqué Philippe Moringa. Tout à l'heure, Jean-Michel Severino sera là. IEP, des instruments privés qui fonctionnent sur les bases, les critères du secteur privé pour le financement de l'agriculture, pour des impacts économiques, évidemment, mais aussi pour des impacts sociaux, environnementaux, qui doivent par conséquent mobiliser des ressources du marché, mais aussi des subventions publiques. Il y a certainement une voie à privilégier pour trouver une solution à cette question du financement. Je pense que c'est terminé. Je me tourne vers Serge. Merci beaucoup. Merci infiniment de votre écoute et de vos contributions. Merci, Monsieur le Président. Et merci encore pour la synthèse que vous nous avez fort bien dressée. Le premier mot, c'est naturellement celui de dialogue, c'est-à-dire que le temps devrait être révolu de venir de chaque côté avec des certitudes et d'imposer un point de vue. Je crois qu'il faut, comme cela a été dit ce matin, qu'il y ait un véritable dialogue. Et pour ça, naturellement, il faut du côté des pays africains avoir une vision de la place de l'agriculture dans l'économie et de la priorité à accorder à cette agriculture. Du côté des bailleurs de fonds, je crois qu'il y a là aussi la nécessité de se rendre compte, comme le président Anne l'a dit, qu'il y a 54 politiques agricoles en Afrique et qu'on ne peut pas venir avec des solutions toutes faites que l'on impose. Et donc ça, c'est le premier point. On a parlé du Vietnam. J'étais ambassadeur au Vietnam et Anna Richardson, qui est là, on a travaillé ensemble. La Banque mondiale avait à un moment proposé au Vietnam de réduire la production de riz et de libérer des terres parce que le riz n'était pas ce qui rapportait le plus en termes de revenus monétaires pour le Vietnam. Et je me souviens de remplacer du riz par des fleurs coupées, parce qu'au Kenya, la valorisation était beaucoup plus forte. Naturellement, le Vietnam a refusé cette substitution de production, et le Vietnam s'en est bien porté. Et je crois que c'est un exemple d'un pays qui a une vision et une capacité à faire valoir ses vues sans refuser pour autant, naturellement, la collaboration internationale. Second mot, c'est la globalité. Il faut une approche globale. On a vu que, bien sûr, le producteur est important, mais il y a tous les opérateurs de la chaîne de valeur qui doivent faire davantage. C'est une question d'emploi, c'est une question de productivité, et ça renvoie naturellement à ce qui a été dit sur consommer localement. Pour consommer localement, il faut naturellement adapter les produits. Un dernier point, c'est la place du privé. Une idée a été évoquée ce matin sans pouvoir être creusée. Je sais que c'est une idée qui est chère à Étienne Giros, qui est d'essayer de trouver un mode opératoire entre l'aide publique au développement et le secteur privé. L'aide publique au développement, et notamment les aides bilatérales, sont réticentes à aider le secteur privé parce que forcément, il peut y avoir des conflits d'intérêts, des effets d'aubaine, mais on voit bien que les financements du secteur privé ont des limites dans les formules de financement, dans la prise de risque, et il faut travailler sur la question alors, c'est que ça se fait. La Banque africaine de développement
finance des prêts privés à l'agriculture avec une couverture du risque à hauteur de 80%. Mais je crois que sur ces mécanismes qui permettraient, notamment sur les infrastructures, de faire venir davantage de financement privé pour des investissements de longue durée et qui présentent un risque et une rentabilité qui s'inscrit dans le long terme, il y a certainement quelque chose à imaginer. Merci. Et maintenant, Patrick Carreau, pour vraiment le mot de la fin. Merci Serge. J'essaierai de ne pas être très long puisque le repas nous attend, même si j'aime. Les échanges ont été quand même très, très stimulants et que je resterai bien plusieurs heures avec vous, mais voilà, ce sera plusieurs secondes ou minutes. Déjà, un très grand merci à la Fondation Prospective et Innovation pour ce débat et à la municipalité et à la métropole pour nous donner l'occasion de ce débat dans ce bel amphi. Je pense qu'on est parti de deux consensus assez faciles à exprimer, qui est l'agriculture au cœur des transformations et du développement, en particulier en Afrique. Et le deuxième, c'est les intenses transitions et transformations qu'elle connaît et qu'elle est appelée à connaître, et qui justifient complètement qu'on ait pu avoir ce débat-là et qu'il soit totalement pertinent aujourd'hui. Alors, une fois que j'ai dit cela, premièrement, sur ces transformations, elles sont intenses. Je n'en donnerai qu'une donnée. La population mondiale a été multipliée par 10 en 250 ans. Elle est multipliée par 10 en 150 ans en Afrique. Vous voyez un petit peu l'ampleur. Et en plus de ça, dans un contexte totalement inédit. Donc, intense transformation et contexte totalement inédit. On l'a dit tout à l'heure avec cette question en particulier de l'emploi, si je me réfère à cette transition démographique. Emploi, le digital, l'environnement technologique, l'environnement économique, tout est inédit. Tout est inédit. Tout est à inventer. Et du coup, répéter les trajectoires qu'on a connues ailleurs ne marchera pas. Je pense qu'il faut qu'on se le dise et qu'on le pose en tant que tel d'emblée. Le premier critère à affirmer, c'est bien cette notion, puisqu'on parle d'agriculture, de la mesure de la performance. Mesurer la performance de l'agriculture uniquement à l'aune de la productivité ne rend pas compte des intenses transformations à opérer. Il faut qu'on réinvente cela. Il faut qu'on réinvente le rôle de l'agriculture par rapport aux enjeux. On a parlé du lien à l'emploi, on peut parler du lien à l'environnement, on peut parler du lien à la santé. Et si je n'en donne qu'un exemple, considérer l'emploi comme une ressource ou le considérer comme une production, c'est-à-dire comment la transformation de l'agriculture est capable de produire de l'emploi, comment on mesure cela, nous montre bien à quel point il faut repenser cette question de performance pour inventer des trajectoires qui seront totalement inédites. Un exemple qu'on peut donner assez facilement, c'est bien celui de la téléphonie, puisqu'on y a fait référence. On est passé sur le continent africain au téléphone mobile sans passer par le réseau filaire. On a bien inventé une nouvelle forme de transition. Et bien, il nous faut aussi, pour l'agriculture, inventer de nouvelles transitions et de nouvelles formes de transformation qu'on n'a pas connues ailleurs. Et j'irai même plus loin. J'étais hier à l'Académie d'agriculture de France où on a eu ce débat-là. On peut, en Europe, apprendre de l'Afrique. Et on n'a pas besoin uniquement de répéter ce qui a été fait. Alors, du coup, j'enchaîne sur le deuxième point par rapport à ce défi-là de la transition inédite et profonde à entreprendre, puisqu'on a parlé de révolution et puis qu'on a parlé de couleurs, le vert, le doublement vert, le triplement vert. Allez, je vais être caricatural puisque je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Avec un clin d'œil à l'Afrique du Sud, allons vers une révolution arc-en-ciel. C'est-à-dire une révolution qui mise sur la diversité des situations, qui soit différente en chaque lieu
On a parlé de Nzérékoré, on peut parler du Karou, on peut parler du Yatenga, on peut parler du Rarb. À chaque fois, on aura des formes de transformation qui seront différentes, mais qui néanmoins doivent faire corps et sens à l'échelle des pays et à l'échelle du continent. C'est en cela que la référence et le clin d'œil à l'arc-en-ciel peut être intéressant. Donc aller encore plus loin que la révolution doublement verte ou la révolution triplement verte, qui serait d'une certaine manière le fait de continuer la même chose tout en prenant en compte les questions environnementales ou les questions sociales. Non, il faut transformer, et je continue à penser qu'on a les mêmes défis en Europe et en France. Troisième point par rapport à ces transformations inédites, l'agriculture est en premier lieu une activité privée. Mais on a vu à quel point elle faisait appel à une recomposition de l'action publique. Le débat qu'on a commencé à avoir tout à l'heure avec Kako le montre bien. Et donc, repenser cette articulation entre l'action privée, l'action collective et l'action publique dans cette transformation inédite avec une relégitimation des appareils d'État et des politiques publiques, c'est bien la troisième dimension qu'on a à voir. Je serai plus bref sur mes deux autres points. Vous allez dire que je prêche pour ma chapelle, donc venant du monde académique. Oui, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation ont un rôle essentiel à jouer dans le fait de repenser, je dis bien un dessin ce mot-là, de concevoir des transformations qui soient totalement inédites. Lors du nouveau sommet à Afrique-France, on a parlé de transformation intensive en enseignement supérieur et en recherche, parce que le seul transfert ne marchera pas, parce que l'enjeu est bien de créer des connaissances et des compétences, qui permettent sur le sol africain de penser, de concevoir et de mettre en œuvre ces transformations. C'est là un enjeu majeur, et on l'a vu avec ce que nous disaient entre autres Jérôme et Philippe sur les manières dont cela nous impose de repenser et de redéfinir le partenariat dans ce domaine, avec bien évidemment le rôle de conception technologique attribué à la recherche, mais pas uniquement. Bien évidemment, le fait de pouvoir transférer et échanger en tant que bien public, ou en tant que bien privé d'ailleurs, ces technologies, mais aussi la capacité à organiser nos doutes, à créer des compétences qui soient utiles et pertinentes dans chacun des contextes, et derrière les prises de parole de ce matin, j'ai senti des points d'accord, j'ai senti aussi des points de discussion à approfondir. Donc du coup, organiser nos doutes, traiter les controverses, pousser encore plus loin ce débat-là, je crois qu'il faut absolument qu'on en ait la capacité, et dans ce sens-là, construire cette intelligence à la fois des situations, mais également une intelligence du monde est important. Et puis je finirai avec un troisième point, qui est, on est à Montpellier, donc j'en profite, et ce qui est sorti du nouveau sommet Afrique-France, c'est le rôle particulier que peuvent jouer les communautés montpelliéraines par rapport à cette intelligence des choses, des transformations et du monde. Alors, à Montpellier, s'est constitué un consortium, on y a fait référence tout à l'heure, Montpellier Université d'Excellence, autour des enjeux liés nourrir, soigner, protéger. Donc, l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et la santé. Ça montre bien que s'il est pertinent de traiter cette question agricole, il faut le faire dans un cadre plus large de ces connexions avec les autres secteurs au cœur du développement. Et du coup, par rapport à ces enjeux-là, la proposition qu'on a portée dans le cadre du sommet, qui est de pouvoir tout autant fédérer les forces des institutions, connecter les institutions africaines aux institutions européennes, et donc un rôle de vecteur que peut jouer, de facilitateur, que peuvent jouer les communautés académiques montpelliéraines, qu'on a traduit dans une dynamique qui s'organise dans un projet d'aménagement du territoire porté par la métropole et la mairie comme Med-Vallée, autour de la capacité à créer des espaces de dialogue, et je me réjouis que celui-ci ait pu avoir lieu, à
organiser aussi des espaces d'expertise collégiale au niveau international en faisant travailler les grands panels d'expertise ensemble, le GIEC, le IPBES, le HLPE, One Health. Il faut absolument repositionner l'agriculture dans ces ensembles-là et repositionner et reconstruire, ou plutôt réaffirmer notre capacité à construire des trajectoires qui soient appropriées pour chacune des localités. Et c'est dans ce sens-là que Montpellier se propose non pas de concentrer, mais de jouer un rôle de vecteur. Merci beaucoup.